Magazine du dimanche, votre magazine que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous allons évoquer les innovations au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Notre invité nous a rejoint en plateau et il est confortablement installé. N'est-ce pas, M. Kseni Kwaku? Merci. Je pense que nous sommes effectivement installés. Bien installés. Merci. Bienvenue à vous. Suivons ensemble cet élément vidéo, puis on se retrouve pour discuter. Ce sont environ 400 000 personnes de 14 à 35 ans qui sont concernées par l'école de la deuxième chance. Démarrée en 2021, la phase pilote du projet a porté sur 6 500 jeunes, dont la majorité est déjà en situation de travail. Ce résultat positif a convaincu le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que ses partenaires de la viabilité de l'école de la deuxième chance. Nous sommes en train de l'expérimenter aujourd'hui avec le projet des jeunes de la grande distribution. Quel résultat déjà après cette première expérimentation? C'est déjà la qualité de la formation. Et le fait que les enfants, les jeunes qui participent à ce programme vont sortir avec des certifications professionnelles qui ont été obtenues en collaboration avec le secteur productif. Les experts français dont l'expérience a inspiré la Côte d'Ivoire ont salué le chemin déjà parcouru en si peu de temps. Quand nous sommes arrivés ici il y a 5 jours, on pensait gravir une colline et en fait on a gravi une montagne. On a fait un travail énorme. Aujourd'hui, on voit que tous les acteurs se sont engagés. On va devoir mobiliser les bailleurs de fonds et les financeurs pour pouvoir engager cette formation. Mais le chemin est bien parti et on sera là pour, bien sûr, suivre ce projet. Le ministre Kofi N'Guessan, qui pilote le projet, pense que l'école de la deuxième chance peut être une solution durable au problème de l'employabilité des jeunes, qui lui-même s'explique par l'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises. C'est un programme qui concerne près de 3 à 6 millions de jeunes de notre pays qui sont soit diplômés sans emploi, soit déscolarisés. Former ces jeunes au métier et leur faciliter l'insertion professionnelle. Il n'y a plus de petits métiers, mais à des métiers dans des secteurs porteurs pour lesquels les entreprises demandent des personnes qualifiées. Notre ambition aujourd'hui, c'est de mettre tout ce cadre réglementaire en place et de former le maximum possible de jeunes. L'école de la deuxième chance fait partie du programme social du gouvernement PS-Gouv. Elle est financée par le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Merci à vous, Victorine Yao Oyoboué. Merci pour ce reportage. Alors, Monsieur Seni, vous êtes inspecteur général, coordonnateur général au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est bien ça. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce que l'enseignement professionnel? À quel moment on parle de l'enseignement technique et à quel moment on parle d'apprentissage? Merci beaucoup, Monsieur Diaby. Avant même de spécifier ce qu'est enseignement technique et formation professionnelle, permettez que je résume un peu nos missions. D'abord, l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, sachez que cela constitue une composante du dispositif national d'éducation-formation. Et notre mission, c'est d'assurer des formations et des enseignements pour répondre aux besoins en compétences des entreprises, mais aussi pour assurer la formation pour répondre aux besoins sociaux. Ceci étant, quand parle-t-on d'enseignement technique, quand peut-on parler de formation professionnelle? L'enseignement technique, c'est l'enseignement qui va déboucher sur des baccalauréats, qui vont ouvrir la porte à des formations post-baccalauréat. Ça peut être des formations d'enseignement supérieur court, mais ça peut être aussi des formations d'enseignement supérieur long. Lorsqu'on fait par exemple le baccalauréat E, généralement on est destiné à des formations d'ingénieurs. Quand on va faire le baccalauréat F, bon, on va faire des formations pour devenir technicien supérieur, mais les meilleurs F aussi peuvent faire des formations d'ingénieurs, voire des doctorats. Et F ou G, c'est des bacs techniques. Des baccalauréats de techniciens plutôt, les F et G, alors que les E et les B sont les baccalauréats techniques qui permettent de faire des études longues. Ça, c'est l'enseignement technique. La formation professionnelle, c'est toutes ces formations qui vont préparer les apprenants directement au métier.
pourrait déboucher sur un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP. On pourrait déboucher sur un brevet de technicien, un brevet d'études professionnelles, BEP, ou un brevet professionnel qui est le diplôme des professionnels. Tout ça, ce sont des diplômes de formation professionnelle. Bien que les meilleurs parmi ces professionnels peuvent évoluer également dans des suites post-baccalauréat. L'apprentissage, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage, c'est le nouveau un mode de formation que nous mettons en place en alternance avec le secteur productif pour que l'apprenant à ce niveau-là, il devient un apprenti. On va lui donner quelques formations théoriques, technologiques à l'école, mais l'essentiel de sa formation va se faire au sein de l'entreprise, auprès d'un tuteur, auprès d'un maître. Sur le terrain, donc. Au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est quoi vos objectifs aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recherchez? On va dire, quelle est votre vision en ce moment? Notre vision, je préfère parler de vision de monsieur le ministre parce que c'est sa vision que nous partageons tous. Et le ministre Kofi N'Guessan, dès sa prise de fonction, a décliné clairement sa vision qui est de repenser, revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Et c'est cette vision qu'il a déclinée en 2 programmes. 2 projets, donc, il s'agit de l'école de la deuxième chance, il y a aussi l'Académie des talents. C'est ça. D'accord. C'est quoi l'école de la deuxième chance? On en a parlé tout à l'heure avec Victorine Yao, mais dites-le-nous. L'école de la deuxième chance, c'est cette école qui va s'adresser à ces milliers de jeunes sortis prématurément du dispositif d'éducation-formation sans qualification. Ou même des gens qui ne sont peut-être pas sortis prématurément, qui ont eu un diplôme, mais leur diplôme ne leur permet pas de s'insérer dans le tissu social. Donc l'école de la deuxième chance va nous permettre de leur donner des compétences en vue d'une insertion dans le milieu économique. Alors, cette école de la deuxième chance, comme vous l'avez suivi tout à l'heure dans le reportage, nous sommes en train véritablement de la dessiner. Nous étions à Jacquesville il y a une semaine, du 6 au 10, pour vraiment définir tous les mécanismes qui vont encadrer cette école. Cette école, la deuxième chance, ceux qui vont le faire, ils vont avoir une certification, un certificat d'aptitude, un certificat de qualification professionnelle, un CQP. D'accord. Et l'Académie des talents? L'Académie des talents. Là, c'est le programme qui a pour objet de restructurer le dispositif de formation existant. Nous avons des établissements qui existent. Certains sont devenus vieillissants. Certains ont été détruits par les crises que la Côte d'Ivoire a connues, dont le matériel de formation même ne répond plus. Alors, l'Académie des talents a pour objectif de restructurer ce dispositif-là, afin d'améliorer la qualité des formations, afin d'accroître les capacités d'accueil, afin aussi d'épouser le territoire national. D'accord. C'est bon de réhabiliter, rendre beau avec la nouvelle peinture et tout ça, le matériel. Mais au niveau même des curricula, la formation, qu'est-ce qui est fait pour qu'elle soit améliorée, pour que nos apprenants aient des débouchés sûrs? Avant même de parler des curricula, quand j'ai parlé de rénover, il y a la réhabilitation des infrastructures, mais il y a la rénovation des plateaux techniques. Et quand on a fait ça, effectivement, si nous laissons les curricula en état, nous ne pourrons pas avoir de la qualité. Donc, nous allons aussi réviser les curricula des formations selon l'approche par les compétences. Mais la réforme prévoit que nous mettions en place des structures dédiées à l'élaboration de ces curricula. Parce qu'un enseignant, son rôle, ce n'est pas de développer les programmes. Un inspecteur, s'il n'a pas été formé pour, son rôle, ce n'est pas de développer des programmes. Donc, nous sommes en train de former un certain nombre de personnes à cette mission-là. D'accord. Quel est le taux d'insertion? Le taux d'insertion, actuellement, il est estimé autour de 30-32%. C'est
très faible. Et vous êtes conscient que c'est très faible? C'est faible. Ça veut dire qu'on a formé pendant longtemps nos enfants et voilà, ils n'arrivent pas à être insérés. Justement. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous, depuis 2009, nous avons signé le partenariat avec le secteur privé productif, partenariat école-entreprise. Parce que si nous formons et que ce que nous formons n'arrive pas à s'insérer, c'est qu'ils ne correspondent pas aux besoins en compétences des entreprises. Vous vous en êtes rendu compte maintenant? On s'est rendu compte il y a quelques temps, même si on n'a pas encore pu trouver toutes les solutions. Mais je dis que c'est pour cela que nous avons signé ce partenariat école-entreprise, pour que désormais, quand nous allons élaborer nos programmes, nous n'élaborons pas entre les quatre murs, mais on le fait avec le secteur privé productif pour que ça corresponde à leurs besoins. Quel est le taux de satisfaction des employeurs, des utilisateurs de ce que vous formez? Mais ce taux, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça ne sera pas loin du taux d'insertion. Ouais. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est bien pour ça qu'ils n'en veulent pas. Voilà. Qu'ils n'en veulent pas. D'accord. Les employeurs n'ont donc pas confiance dans vos diplômés. On peut dire cela? Le dit, je ne pense pas qu'il faut dire comme ça. D'accord. C'est vrai qu'ils ne sont pas satisfaits de tous nos formés, mais nous formons dans plusieurs spécialités. Dans plusieurs spécialités. Et il y a des spécialités qui donnent satisfaction. D'accord. Et vos diplômes, vous les avez cités tout à l'heure, il y a le CAP. Le CAP, le BT, le brevet professionnel, nous avons le bac technique. Le CAP, c'est le niveau 5e, hein, et ça va changer de dénomination l'an prochain, je crois. Non, le CAP ne va pas changer de dénomination, mais nous allons réformer le CAP. D'accord. Aujourd'hui, pour faire le CAP, on est recruté à partir de la classe de 5e. 5e. Et on fait 3 années d'études pour passer le CAP. À partir de l'année prochaine, non seulement nous allons réduire la durée de formation en CAP à 2 ans. À 2 ans. On va passer à un niveau 4e. C'est les élèves de niveau 4e qui vont passer le concours. D'accord. Mais mieux. Ça vous fait gagner un peu d'argent? Bon, dépenser dans la formation. On va dépenser un peu moins, mais en fait, dans le passé, le CAP se faisait en 2 ans. En 2 ans, au début des années 90. Que c'est passé à 3 ans. Il y a eu tellement de grèves qu'on n'arrivait pas à terminer nos programmes de formation. C'est pour cela qu'on est passé à 3 ans. Nous allons revenir aux 2 ans, mais mieux, à partir de la classe de CM2, nous allons prendre des jeunes gens en prépa CAP. Il y a le BT aussi, hein, qui est niveau 3e, avec le BEP, bien sûr. Oui. Mais le BEP qui est en train de passer aux oubliettes un petit peu, le brevet d'études professionnelles. Oui, c'est en train de mourir. Oui, le brevet d'études professionnelles est en train de mourir de sa bonne mort parce qu'il ne correspond plus aux besoins des entreprises. Et donc, ils sont plus demandeurs. Cette année même, je ne pense pas qu'on ait plus de 7 candidats au BEP. On va revenir à votre vision, hein, à la matérialisation de votre vision. Il est aussi question d'une nouvelle loi de l'orientation, un projet qui a été validé par les 2 chambres du Parlement. Reste maintenant la promulgation. Dites-nous-en un peu plus. Oui, effectivement, il y a une loi d'orientation. Parce qu'il y avait la loi de 1995, modifiée par la loi de 2015, qui encadre tout le dispositif de formation, enseignement général, enseignement technique et professionnel, enseignement supérieur. Mais nous avons estimé que cette loi-là ne prend pas suffisamment en compte les innovations que nous voulons faire. Tout à l'heure, je vous parlais du partenariat école-entreprise. Nous avons également institué une nouvelle gouvernance de nos établissements. C'est toutes ces innovations-là que la nouvelle loi qui vient d'être votée va encadrer. Et comme la loi donne les grands principes, les projets de textes qui vont encadrer le partenariat école-entreprise, l'institution d'une nouvelle gouvernance, l'assainissement des établissements privés. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'apprentissage. C'est tout ça que la loi vient organiser. Et il est aussi question d'une bourse de mobilité. Oui, ça c'est aussi une des innovations de M. le ministre. Pour la première fois, notre direction des bourses, en plus de l'orientation et des bourses, a un aspect mobilité. Cet aspect mobilité pour permettre à nos formateurs de pouvoir aller se frotter à d'autres expériences dans d'autres pays, pour permettre même à nos apprenants de pouvoir aller avoir d'autres expériences. Pas plus tard que pendant ces vacances, nous avons envoyé une centaine de nos apprenants, issus du lycée professionnel hôtelier de la Riviera, issus de Mohamed VI, issus de l'école de pâtisserie boulangerie de Yamoussoukro au Ghana, en immersion
en anglais pendant ses vacances. Et tout ça, c'est la bourse de la mobilité qui permet ce genre d'action. D'accord. On a l'habitude d'assister à des visions de ministres qui se succèdent à la tête d'un nouveau département. Des visions. Qu'est-ce qui rend la vôtre, celle-ci, meilleure à tous les autres qui sont passés? Non, ce qui fait que je suis convaincu qu'avec le ministre Nguessan Kofi, nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez, quand nous parlons de l'école de deuxième chance, c'est pragmatique. S'il s'agit d'assurer des formations qualifiantes de courte durée à visée d'insertion, j'ai parlé des milliers de jeunes gens qui sont sortis prématurément de l'école, qui ont besoin de qualifications, mais il n'y a que cette formation qui vont durer 4 mois, 5 mois, 6 mois et qui vont permettre aux gens d'entrer sur le marché de l'emploi. Et nous le faisons pas seulement entre nous à l'école, mais avec le secteur productif. Je vous donne le premier exemple qui est sorti là, la formation des agents de la grande distribution. Ce projet a été monté avec les entreprises du secteur. Et donc, ceux qui sortent, ils sont immédiatement utilisés par les entreprises du secteur. Et nous pensons que cette vision-là peut nous emmener loin. Alors, si je prends l'aspect académique des talents, passer ne serait-ce que devant le lycée technique, même sans entrer, vous allez vous rendre compte que quelque chose est en train de se faire. D'accord. Alors, vous prenez une rupture avec le passé? Bien sûr. Le passé. Qu'est-ce qui était mauvais dans le passé? On va terminer sur cela. Il y a beaucoup de choses. Allez-y rapidement. Parce que vous avez 25 ans de présence à ce ministère. 35 ans. 35 ans. Quand j'ai commencé à enseigner, 25 ans à l'inspection générale. D'accord. Donc, qu'est-ce qui était mauvais sous les autres dans le passé que vous voulez changer maintenant? Bon, d'abord au plan institutionnel. Nous avons été souvent ballottés à gauche et à droite. C'est vrai, vous avez été secrétaire d'État, vous avez été secrétariat d'État, vous aviez eu un moment un pied dans le ministère de l'Éducation nationale. Des fois, on va totalement. Des fois, on va à par morceaux. Moi, en 2002, j'étais inspecteur général de l'Éducation nationale avec l'enseignement technique, quand la formation professionnelle et la jeunesse constituaient un autre ministère. Et j'avoue que cette instabilité institutionnelle nous a été préjudiciable. Deuxièmement, il y a le fait que l'enseignement technique et la formation professionnelle coûte cher. Donc, à un moment donné, l'investissement s'est arrêté. Après, par exemple, le lycée de Grand Laou et le lycée d'Aoukro en 1997, c'est tout récemment qu'on vient d'avoir Mohamed VI et qu'on commence à construire. Mohamed VI, c'est à Yopougon. À Yopougon. Au quartier Siporex. Donc, il n'y a plus eu d'investissement dans le domaine. À partir de ce moment-là, ça constitue une faiblesse. Et puis, quand ce matériel tombe en panne, vous voyez, on a des établissements qui avaient des budgets de l'ordre de 100 millions dans les années 2000. Et au moment où tout coûte cher, ces établissements, leur budget devient 12 millions, 20 millions. Mais quand on investit 3 milliards dans un établissement pour mettre des équipements de formation et que le budget de l'établissement ne vaut pas 20 millions, on a quoi pour entretenir? Mais tout ça, c'est réglé aujourd'hui avec votre nouvelle vision, avec votre nouveau ministre? Non, je ne dis pas que c'est réglé, mais nous sommes en bonne voie. D'accord. Vous êtes en train de rompre avec le passé. Voilà, nous sommes en train de rompre avec le passé, avec le ministre Kofi Nguessan. Merci beaucoup. Monsieur Seni Kwaku, Victor Seni Kwaku, inspecteur général, coordonnateur général au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous êtes venu nous parler des grands chantiers engagés dans votre département pour offrir aux apprenants plus de chances d'être insérés après leur formation. Merci encore de votre sollicitude et puis revenez nous voir quand vous le voulez.